Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois avec nous pour cette 6e émission. Conversation, papotage, bavardage, causerie de femmes, filles, mères, tout ce qui est relationné à la naissance. Alors encore aujourd'hui avec moi Alice Turquet. Bonjour Alice. Bonjour Camille, je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Hâte d'entendre ce récit de cette 3e grossesse et accouchement, arrivée d'Elvire. Voilà, arrivée de ma 2e fille, 3e enfant, Elvire, exactement. Donc je rappelle qu'Alice est hypnothérapeute, elle a travaillé déjà beaucoup avec les femmes enceintes pour les aider à dépasser des blocages. Et donc là, le but de ces conversations est de vous aider à prendre conscience de certaines peurs que vous pourriez avoir et d'arriver à travailler dessus déjà. Limitation aussi, oui. Voilà, donc moi je vous offre mon récit et Alice va être là pour pointer du doigt. Et là t'as pas eu peur, et là pourquoi t'as fait ci, et là pourquoi t'as fait ça. Donc mettre en mots des concepts et des notions que même moi j'ai pas forcément conscience. Donc merci de ton boulot Alice. Avec plaisir. Et puis chacune évidemment se reconnaît ou pas dans ce que tu dis, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir là où ça fait écho en chacun. En chacune, voilà. Donc, on repart dans le temps. Donc, Elvire a 12 ans aujourd'hui, donc on va faire 12 ans plus 9 mois. Et j'avais Maloé, qui avait 7 ans, Andrea, qui avait 3 ans et demi. Et j'avais arrêté de naviguer. On est arrivé... en fait, en vivant en bateau avec 2 enfants, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail et que les enfants avaient très peu de liens sociaux et qu'il fallait que je m'arrête de naviguer et trouver de l'aide. C'est ce que je raconte aussi dans le dernier épisode. C'est qu'il fallait que je commence à faire l'école à Maloé et je lui ai appris à lire et à écrire, mais ça me mettait dans des états de colère pas possible de voir quand elle comprenait pas. Donc, sur notre chemin retour en bateau pour aller en Europe, on a croisé l'île de Flores et on est tombé complètement amoureux et sous le charme de cette petite île aux Açores. Et donc, moi, en tant que kiné qui ai pu travailler partout, Filippo qui était médecin, on s'est dit, pourquoi pas se poser ici. Donc, on s'est posé là, on est arrivé au mois de... On est allé apporter le bateau en Europe, on l'a retapé pour le mettre en vente et on est revenu ici à Flores. Et donc, j'avais à l'époque un stérilet depuis 4 ans. Cuivre ou hormonal du coup ? Cuivre, que je m'étais fait poser en Guyane. Je me souviens par un médecin, un gynécologue chinois. Et donc, ça a marché très très bien pendant 4 ans. Parce que du coup, tu avais laissé tomber le premier moyen de contraception oui, au niveau de l'ovulation, du calcul des cycles. Voilà, ça j'avais laissé tomber. En plus, comme c'était un partenaire fixe, je m'étais dit que le plus simple, c'était effectivement d'avoir un stérilet. Moi, dans ma tête, je ne voulais plus de bébé. Mais je ne voulais plus de bébé. Alors après, avec le recul, j'ai réfléchi. Et je me suis demandé pourquoi Elvire est venue. Et je voulais plus de bébé non pas par envie corporelle et profonde, parce que moi j'avais en fait envie de plus que 2 enfants, mais ma tête me disait, il faut pour la planète, pour sauver la planète, ne pas surpeupler. Et donc quelque part, je m'étais dit 2 enfants c'est suffisant. Sauf qu'à l'intérieur de moi, je trouvais que moi j'aimais bien les familles un peu grandes en fait. Je viens d'une famille où on était 3 enfants et j'ai toujours bien aimé plus que 2. J'ai toujours bien aimé. J'avais la vision un petit peu. Alors ça c'est moi, hein, ma vision de comment j'ai senti les choses. Mais j'avais la vision un petit peu trop classique de papa, maman, le garçon, la fille. Tu sais, l'espèce de truc un peu trop parfait. Ça me perturbait. Mais avec le fait de me dire non, tu peux pas surpeupler la planète. C'est quand même de notre responsabilité, patati patato. Donc je m'étais dit 2 c'est suffisant.
En plus, Filippo, lui, de son côté, il avait 2 grands-enfants, donc il avait rempli son quota. Et puis, il était déjà âgé, en fait, Filippo. Il avait déjà 55 ans. Et, et puis, moi, voilà, je me suis dit... ah oui, puis entre nous, ça se passait relativement bien. Mais il y avait quand même un petit peu des couacs, comme j'avais parlé avec l'éducation de Maloé, où il était vraiment très, 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 très rigide, et un peu trop rigide, et ça tournait un tout petit peu limite à certains moments au niveau des punitions, des choses comme ça. Et ça, déjà, ça me mettait mal. Sauf que j'étais quand même beaucoup sous sa coupe, entre guillemets. J'avais pas mal abdiqué de plein de choses qui m'appartenaient, pour me calquer à lui, pour lui faire plaisir, pour avoir la paix, en fait. Qui n'était pas une bonne idée, mais bon, fallait que je passe à travers ça. Donc, j'ai planté le décor, j'ai un stérilet, et je me rends pas compte que je suis enceinte, parce que c'était impossible que je sois enceinte dans ma tête, jusqu'à un moment où vraiment j'ai les seins qui me tirent, mais fort, et que je les sens qui grossissent très très fort. Avant ça, pas de désagréments Non. physiques. Peut-être un petit peu, mais j'ai vraiment pas du tout souvenir de ça. Et à l'époque, on avait commencé à construire une maison, donc on bossait, j'ai planté les arbres, monté une serre, on bossait beaucoup. Et donc, non, j'ai vraiment pas du tout senti d'effet de nausée, de ci, de ça, de mal-être, pas du tout. Le seul truc, c'est ça, c'était les seins qui gonflaient. Et puis, du coup, avec un stérilet, moi, je faisais vachement moins gaffe à mon cycle. Je notais pas. Je notais pas. Je vivais ma vie, et puis ça venait quand ça venait. Je sentais normalement dans la nuit un peu des contractions du ventre, donc je savais que c'était pendant la nuit ou le lendemain que j'allais avoir mes règles. Mais quand ça venait pas, je me souciais pas. Ça allait arriver de toute façon, tu vois. Et donc, je sens, oui, effectivement, là, les seins qui gonflent. Quand j'en prends conscience, je dis, bon, je vais encore attendre une semaine avant de crier au loup. Et donc, la semaine d'après, j'avais encore les seins gonflés, et pas mes règles. Donc, je suis allée faire un test, et le test était donc positif. Et là, j'ai été extrêmement contrebalancée entre peur, contente, peur, contente, peur, parce que contente, quelque part, j'étais ravie d'être enceinte. C'est-à-dire que moi, je me le permettais pas mentalement, mais mon corps physiquement, il a dit, oui, ma cocotte, tu vas t'en faire un 3e, tu vois. Et sauf que j'avais très très peur que le Filippo dise non, veuille pas l'accueillir. Et je me serais pas sentie, déjà parce que j'avais pas tellement mon mot à dire dans la relation, un petit peu, mais genre, combien d'éviers tu veux, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, j'avais pas tellement mon mot à dire. S'il avait dit non, j'aurais dû avorter. Et j'aurais été doublement triste, et de pas être mère 3e fois, et de vivre un avortement. J'avais pas très envie de me faire vivre ça. Et donc, quand il m'a dit, oui, c'est un bébé, nous, on avait de quoi nourrir déjà 2, on accueille tout ce qui vient, j'étais trop soulagée. Je me souviens, j'ai tombé dans ses bras en pleurs. Je suis trop contente. Donc, voilà. Par contre, j'ai eu un petit peu le tort après vis-à-vis de Maloé, vis-à-vis d'Elvire, pardon. Là, je vous le dis aussi directement. C'est-à-dire que, vu mon parcours de vie chaotique, j'essayais toujours de justifier pourquoi j'en ai eu 3. Et pourquoi j'en ai eu 3 aussi, là, ça fait, si vous avez suivi un peu l'histoire, ça fait quand même 3 enfants avec 3 papas. Donc, j'ai pas simplifié le truc non plus. Et donc, à chaque fois que je disais, mais même devant ma fille, je disais, oui, mais la 3e, c'est pas ma faute. Ni le 2e, c'est pas ma faute. Et donc, je pense qu'à un moment, il a fallu que je recadre le truc avec Elvire, parce que je disais, oui, j'en voulais pas. Mais au fond de moi, en fait, je voulais profondément plus que 2. Et donc, il y a un moment, la pauvre Elvire, au début, elle a pas trop compris en disant, je suis pas désirée, je t'ai pas désirée. Et à la fin, je les ai pris entre 4 yeux en disant, non, mais je mens, j'ai menti. Enfin, je me mentais à moi-même. Et ce qui est vrai, c'est que moi, je rêvais d'avoir plus que 2, tu vois. Mais sauf que je ne me l'autorisais pas par bienséance sociale. Et oui. Du coup, Elvire avait quel âge quand elle a commencé à comprendre ça ?
Je vais dire, quand j'ai vraiment commencé à parler avec ça d'elle, c'était, on va dire, il y a 2-3 ans. Donc là, elle a 12-13, vers 10 ans. 9-10 ans, où là, à un moment, je l'ai vraiment pris entre quatre yeux en disant, je suis vraiment désolée, j'ai pas assuré. Je disais ça, mais c'était pour moi me disculper de ma culpabilité d'avoir une vie complètement marginale et d'avoir fait pas toujours les trucs bien dans l'ordre. Mais que ça n'a rien à voir avec elle. Oui. Rien à voir avec elle. Donc voilà, n'hésitez pas à dire à vos enfants que même s'ils n'étaient pas franchement prévus, souvent c'est parce qu'on les désire. C'est rare qu'on les désire pas quand ils arrivent. Très très rare. Oui, on voit bien le lien entre le psychisme et le physique à ce moment-là, quand on peut accueillir un enfant. Alors, il y a des situations où c'est complètement inconscient aussi. Hein. Oui, ou même effectivement que physique, c'est pas 100%, mais là, oui, dans mon cas, c'était avec le recul, bah oui. Oui. Parce que je me permettais pas dans ma tête, mon corps a dit, bah oui, mais vas-y là, tu peux, t'as la capacité, et puis il y a un petit bébé qui veut venir, donc c'était chouette. Donc je remercie Elvire d'avoir... Et en plus, la bourrique, là, elle est venue par surprise, donc, et elle est née un jour de Noël, tu vois. Donc, c'est vraiment mon petit cadeau de Noël. C'était trop mimi. Elle est arrivée donc au Portugal. Donc, Filippo, lui, est belge et moi, je suis française. Donc, on fait plus ou moins les papiers de résidence rapidement, mais on n'a pas de sécurité sociale, ni l'un ni l'autre. Et c'est pas qu'on prend le parti, on n'a pas pris la décision d'eux, mais comme on avait fait ensemble le deuxième bébé, Andrea, et que ça s'était très très bien passé, on a dit on va faire la même chose, on va continuer, on va pas aller voir un médecin. Bon, Filippo était médecin, donc ça lui donnait de la crédibilité, enfin ça me donnait de la crédibilité, mais pour cette grossesse, je n'ai fait aucun suivi médical, mais aucun. Même Filippo, il m'a pas touché, il m'a pas regardé, il m'a pas fait faire des tests, rien donc, du tout. Aucune échographie, ni écho, ni prise de sang, rien. Et on venait d'acheter un terrain pour se construire une maison. Et Filippo avait déjà construit plusieurs maisons et fait plusieurs potagers, et moi j'étais avide de connaissances. Alors, ce qui était très compliqué pour moi, c'est que j'avais déjà 2 enfants et que c'est moi qui m'occupais du repas du soir, de linge, du ménage. Toute l'intendance. Enceinte. Et en plus, on lançait notre potager, la fabrication de la serre et le garage. Donc, ouais, Filippo qui faisait la béto et puis moi qui amenais les blocs, voilà. Donc t'arrêtais pas. J'arrêtais pas, mais je bossais comme une malade. Et puis plus ça allait, plus j'avais mon gros bidon là qui était devant moi. Et je me souviens de porter des blocs, je savais plus trop comment les porter, si c'était en dessous du ventre, au milieu du ventre ou sur le ventre. Et contente. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut exprimer. Tant que vous êtes contente de le faire, je décuplais mes forces. Parce que j'apprenais à construire une maison, parce que j'apprenais à planter un potager. Pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait. J'avais vécu de 23 à 33, une vie en bateau où je n'avais jamais rien pu construire, puisqu'on était toujours en voyage. Et là, c'était planter des graines, désherber. Donc très enthousiasmant, donc vraiment tu te sentais bien. Ouais, complètement. Pleine d'énergie. Voilà, à fond. Il y a des moments où je sentais que j'étais fatiguée, j'allais me faire une sieste après le repas, mais sinon... Tu restais à ton écoute quand même. Oui. Je dépassais jamais mes limites. Et Filippo ne m'obligeait en rien. Oui. Voilà. Mais lui était déjà un hyperactif, c'est-à-dire il arrêtait jamais. Sauf le soir en rentrant à la maison, où moi, il fallait que je continue ma journée. Je faisais double journée en tant que femme. Mais ça me convenait. Ça me convenait par plaisir d'apprendre. Tu vois, des trucs nouveaux. J'étais fascinée de construire ma propre maison. Et en fait, ça a switché cette énergie quand Elvire est née. Où là, il fallait encore en plus que je m'occupe d'un bébé. Tant qu'il était dans mon ventre, je n'avais pas tellement besoin de m'en occuper. Si moi j'allais bien. Voilà. Donc, période de grossesse, ma foi, très facile. Comment t'étais en lien avec bébé à ce moment-là ? Je me souviens que j'avais beaucoup moins de temps de jouer avec elle, d'aller chercher les petits pieds, les machins, les trucs.
Mais je sentais quand même ce lien-là. Tu te reliais, toi, un peu en présence ou pas du tout? Tu l'incluais complètement dans tes journées, dans tes nuits? Ouais, non, elle faisait partie de moi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es arrêté pour être plus en lien avec elle? Non. Ok. Non. Bah, peut-être quand sur des moments je faisais des siestes ou quand je me couchais le soir, mais honnêtement, non. Non. Le troisième, t'as autre chose à faire. Non, puis aussi, j'avais lancé, ah oui, j'avais oublié ce truc-là. En arrivant à Flores, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas de cours de gym, de yoga, ils avaient rien, les femmes. Et donc, je me suis lancée dans un cours de étirement, stretching, gym pour nana, avant de savoir que j'étais enceinte. Et donc, je faisais des cours de gym 2 fois par semaine. Et j'ai fait les cours de gym 2 fois par semaine jusqu'à 8 mois de grossesse. Et les nanas, et ce qui était génial, parce que les nanas, il y a un moment, elles ont vu. Parce que j'avais quand même un beau groupe, tu vois, j'avais une vingtaine de filles. Et puis, il y a un moment, j'en vois l'une qui me dit mais toi, là, tu serais pas enceinte? Bah, je dis bah oui, elles ont dû me choper vers 4-5 mois, tu vois. Et alors, elle me disait c'est dommage, il va falloir que t'arrêtes. Bah, je dis bah pourquoi? Tu vois, non, ben je vais bien. Ah oui, non, je pétais la forme. J'étais souple, j'étais forte. Je me souviens juste les postures sur le ventre, que j'avais beaucoup de mal à faire. Oui. Et puis à la fin, le problème, c'était de sauter. Tu vois, je les faisais aussi un petit peu de cardio. Donc à la fin des séances, je les vais sautiller sur place. Et moi, directement, j'avais envie de faire pipi, quoi. Donc je leur disais, bon, les filles, allez, vous faites ça, moi, je vous regarde. Donc c'est ça que je pouvais plus. Mais ouais, et ça voilà, c'est ça. Donc j'avais des journées, vous imaginez pas quoi. Comme quoi, hein, c'est pas obligé d'être à Paris, dans le métro boulot dodo. Pour être débordée. Pour être débordée et super active et trop de trucs, quoi. Enfin, trop de trucs, j'exagère, mais... Donc voilà, ça c'était planter le décor. Et ce que moi je trouvais rigolo, c'est effectivement, j'étais une preuve vivante que quand t'es enceinte, t'es pas malade. Oui. Et que j'arrivais à faire des trucs que les filles, elles arrivaient même pas à faire par enceinte. Parce que trop sédentaire. Et qu'elles bougeaient pas. Donc ouais, j'étais contente en douceur, expliquer que c'est possible. Mais c'est vraiment, ça a été un petit peu toujours mon petit cheval de bataille à dire, oh ouais, c'est pas parce qu'il y a ci, il y a ça qu'on peut pas le faire, ou on peut pas bouger, ou on peut pas... Ouais. Et une évidence qu'on va faire bébé à la maison. Comme on avait fait le deuxième ensemble avec Filippo, on allait faire la numéro 3 de la même manière. Grande découverte là de cette contraction qui descend bébé. Tu as observé ton corps faire, donc là tu étais aussi dans l'envie que les choses se reproduisent. Exactement. Déjà j'avais compris que le corps faisait le boulot tout seul. Moi, mon seul travail était de rester en santé et de rester avec un corps fort et en santé. Et que le jour venu où il y aurait les contractions, il faudrait que je laisse le corps faire en me soulageant, comme j'avais fait avec Andrea, par des visualisations mentales. Pourquoi pas, entre-temps, me masturber, mais... voilà, je laissais flotter en disant je verrai bien au moment venu, mais avec la croyance forte que ça allait se passer exactement de la même manière que pour Andrea. Tu vois, copier-coller. Je voulais faire copier-coller. Donc me voilà à 9 mois. Ouais. Et je sentais que c'était très proche parce que on est allé faire une grande balade pendant la journée. On a dû marcher pendant 2h30 et j'arrivais plus à marcher les jambes fermées, tu sais. Je sentais que le bassin commençait, la tête du bébé commençait à prendre la place et je marchais en canard. Donc tu avais déjà aperçu que le bébé s'était retourné quand... Oui, je continuais à palper bébé, à savoir où était la tête, comment il était placé. Oui. Après, je pense que une fois que tu as pris l'habitude, c'est très instinctif. Autant pour la première, j'ai souvenir d'être allée chercher et de savoir. Autant pour la troisième, je savais. Mais sans forcément avoir pris le temps d'eux. C'est-à-dire que je touchais bébé pour savoir où il était. Oui. Et même si bébé avait été en siège, t'aurais accouché pareil De toute façon, j'en savais rien.
Bah, tu savais où était la tête. Oui, tout à fait. Oui, Donc tu oui. savais que la tête était en bas, Oui. là, pour le coup. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, les accouchements, si la tête n'est pas en bas, qu'est-ce que toi t'en penses? Je me serais peut-être posé plus de questions, effectivement. On aurait peut-être été chercher plus d'informations si j'avais senti qu'il y avait un problème. Ensuite, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire, mais à l'époque je ne savais pas, parce qu'Internet n'était pas du tout aussi développé, où j'ai vu là, pour la naissance de ma 4e fille, j'ai cherché plein de vidéos, j'adorais faire ça. Et je voyais plein de femmes qui se filmaient en train d'accoucher toutes seules chez elles. Et je me souviens d'avoir été fascinée par une vidéo d'une femme qui a accouché un bébé en siège sans aucun souci, dans sa baignoire. Donc Mais effectivement, beaucoup de sages-femmes disent que c'est pas du tout un problème. Hein. Voilà. Donc à partir du moment où moi je vois, et que je vois que c'est possible, je prends l'information et je la fais mienne. Et ça devient plus un problème. Oui. Parce que j'ai vu que c'était possible. Tu vois, c'est marrant cette capacité qu'a le mental à se dire, voilà, c'est parce que ça peut tirer un petit peu plus, mais bon, voilà, effectivement, les fesses, ce qui reste le plus gros, ça reste la tête. C'est ça. Voilà. Les fesses et les jambes, si le bébé il va être plié en deux, c'est pas si gros que ça. Quand tu vois la tête du bassin d'un bébé, c'est tout petit. Donc, c'est plus une tête qui serait tordue, là, qui du coup prend beaucoup plus de place. Mais une tête droite avec un bébé en siège... ça passe bien. Oui, ça passe bien. Ouais. Bah voilà. Ouais, non, j'étais pas du tout dans les peurs, comme d'hab. Voilà. Advienne ce qu'adviendra, on est parti pour. Elle a voulu venir, la petite cocotte. Voilà. Donc, pas de sage-femme, pas de... un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de maternité sur notre île. Donc, quelque part, c'était faire un bébé sans du tout avoir un filet. Oui. S'il y avait un problème quel qu'il soit, il aurait fallu que je sois évacuée en avion. Mais déjà, la présence de Filippo qui était médecin rassure. Et puis moi, sachant que mes 2 premiers s'étaient bien passés, je voyais pas où pouvait y avoir problème. Et si problème il y avait, on était prêt à assumer. T'étais dans l'acceptation de toute façon de cette graine de vie, cette graine de mort. Voilà, graine de vie, graine de mort, exactement. À savoir qu'on n'aurait pas pu nous dire que on était un petit peu inconscient, puisque j'avais Filippo comme médecin qui, en cas de souci, quand même saurait faire les premiers gestes d'urgence. Oui. Donc on était couverts de ce point de vue-là. Donc là, tu rentres de la balade, t'arrives plus à avoir les jambes serrées. Exactement. Et je voulais faire un copier-coller de l'accouchement d'Andrea qui était... j'ai les contractions d'ouverture du col pendant un certain temps. Plus je les accepte, plus c'est rapide. À un moment, je vais perdre les os. Et quand je perdrai les os, je me lèverai, j'irai dans le bac de douche ou dans la baignoire qu'il y avait dans la salle de bain. Je me doucherai dans l'eau très, 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 très chaude. Et peut-être même que je ferais mon bébé dans l'eau, dans la baignoire, et patati patata. Bref, je faisais exactement le même film que pour Andrea. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi, j'exagère pas du tout. Donc, je rentre de la balade, les jambes bien écartées, et je dis... et j'ai senti que les contractions commençaient. Ouais. Donc, on a dû rentrer de la balade à 5h et puis Elvire est née à 10h du soir. Ah oui, très rapide. Ah bah oui, elle c'est madame, je sais ce que je veux. Boum. Et donc Donc là quand même tu vois l'influence du bébé aussi sur sa naissance quand tu dis madame, alors, je sais ce que je veux. Moi je dis ça en rigolant, mais je peux pas le prouver, mais c'est vrai qu'elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle sait où elle veut aller, elle est pas du tout hésitante. Oui, ça peut ressembler son accouchement peut ressembler à sa personnalité complètement. Alors, est-ce que le lien entre, parce que je pense que qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? Est-ce que c'est bébé qui aimait, il aimait quoi? Mais après c'est pas le bébé qui pousse sur ses jambes pour sortir. Non. C'est vraiment l'utérus de la femme qui en réduisant sa taille, le bébé il a plus de place. Donc c'est comme une
une maison et les murs, ils se resserrent, ils se resserrent, ils se resserrent. Et à un moment, la fenêtre, elle est ouverte, t'es obligé de sortir puisque t'as plus de place. Donc moi, je vois vraiment ça du côté où il y a une collaboration, savoir quand le bébé est fini d'être fait. Alors, je sais pas, il doit y avoir des études de fait quand c'est mûr et que ça doit tomber de l'arbre. Et à ce moment-là, le corps de la femme enclenche le mode, mon coco, ça y est, t'es prêt, t'es mûr, tu sors, quoi. Mais je pense que c'est lié à tout ce qui est pulmonaire, parce qu'on dit que c'est ce qui est en dernier chez les enfants, ce qui est prêt. Donc, me voilà avec mes contractions d'ouverture du col. On vit la vie normale. Je me souviens que je dîne, tu vois, en m'appuyant d'un côté de la table, je range la vaisselle. Ça, c'est rigolo. Dès que vous en avez un peu plus qu'un de gamin, dès qu'on en a beaucoup, toutes les mamans de familles nombreuses, tu peux plus vraiment t'écouter et être uniquement focalisé sur ton bébé qui arrive et toi-même, puisque tu as d'autres êtres humains à continuer à avoir en charge. Et mine de rien, ça allège une partie du poids de la naissance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Plutôt que d'avoir l'attention 100% focalisée sur « Oh là 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 là, je vais accoucher », là, tu as 20% de « Oh là 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 là, je vais accoucher », mais tu as 20% de « Oh là 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 là, faut que je range la table », tu as 20% de « Il faut que je couche les enfants ». Faut que je couche les enfants. Et ce qui permet de relativiser, en fait, l'importance des choses de partout. Parce que oui, une naissance est hyper importante et prioritaire, mais tu as tout le reste de ta vie à gérer aussi. Donc, je me souviens de m'être fait cette réflexion par rapport au premier, où tu remplis ta tête 100% de ce truc-là, et c'est complètement. Oui, donc ça prend une place énorme, ce qui peut être un avantage pour des choses merveilleuses, mais pour tout ce qui est anxiété, ça peut aussi être un désavantage. Tout à fait. Un stress qui monte, une focalisation sur des choses qui seraient inquiétantes. Voilà. Et en fait, la normalisation et la banalisation d'un accouchement dans ta vie de tous les jours permettent de te dire que c'est un acte presque naturel, tu vois, qui fait partie de la vie et pas extra. Ça reste extraordinaire parce que c'est pas ordinaire, c'est pas tous les jours qu'on accouche, mais ça reste ordinaire, tu vois, dans la vie de tous les jours, toutes les femmes accouchent pour avoir des bébés. Donc moi j'aimais bien cette notion-là et de quand vous allez sur le point d'accoucher, continuez votre vie de tous les jours, quoi. C'est normal. Et ça permet de banaliser et de ne pas en faire un truc hyper peureux, quoi. Comme tu dis, exactement comme tu dis. Donc il y a un moment, une fois que les enfants étaient partis au lit sur les coups de 8h30, 9h, la petite histoire, moi je sentais que ça venait. Et donc, je me suis allongée dans le canapé et donc, je faisais ma sophrologie. Et tu vois, ça tire, je me détends, ça tire, je me détends. T'accompagnes l'étirement, tu te réjouis de l'étirement ? Complètement. Et on avait loué une maison spécialement pour l'accouchement, parce que la première qu'on avait, il pleuvait dans la maison quand il pleuvait dehors. Donc, on s'était mis dans une maison un petit peu plus cosy et on avait la télévision dans celle-là. Tu vois, les propriétaires, ils avaient une télé avec une chaîne satellite où on avait même des chaînes en français. Truc que j'avais pas vu depuis 20 ans. Et donc, je me souviens de passer les étirements à regarder la télé en me disant, ça va m'occuper l'esprit. Tu vois, entre essayer d'être captivée par ce qui se passait dans la télé. Voilà. Et donc, je regardais la télé, les infos en français. Tiens, des nouvelles de la France, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, tu bougeais pas plus que ça, tu prenais pas des positions particulières pour accompagner les contractions, pour favoriser l'étirement, tu laissais faire ? Voilà. Tu t'es installée sur le canapé. Voilà, par terre, par terre et sur le canapé. Après, j'ai rien fait de particulier, mais je sais que je bougeais un petit peu, tu vois. Et aussi, il y a un moment, quand ça commençait à tirer fort, j'aimais bien, et j'ai fait ça pour Andrea, de m'allonger et de me mettre en état un peu méditatif. Oui. Tu vois, où je rentre complètement dedans mon corps et j'essaye de faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur pour complètement accompagner les vagues. Pour complètement accompagner les vagues. Quand j'ai commencé à sentir ce switch où ça a commencé à être super fort,
Là, j'ai éteint la télévision sur cette nouvelle et je me suis allongée, j'étais par terre en fait, j'avais mis un plaid, tu vois, j'étais par terre. Et Filippo vient me voir sentant que ça tirait de plus en plus, les enfants dormaient, tu vois. Donc j'étais là allongée au sol à me faire des respirations, à complètement accepter les étirements et ça devenait de plus en plus fort. Et il était à côté de moi. Et à un moment, une contraction est venue et j'ai détendu. Et en même temps, j'ai eu la contraction d'expulsion avec la tête du bébé qui est sortie. J'ai rien compris, elle est venue. Tu vois, genre, ça pousse, ça sort. Et donc, j'ai même pas eu le temps de bouger, tu vois, de me mettre accroupie ou de mettre... J'ai eu le réflexe d'avoir envie de me mettre accroupie, sauf que quand j'ai verbalisé « Oh, bébé sort !» En fait, Filippo a couru et est allé entre mes jambes pour recevoir bébé. Et là, en une fraction de seconde, je me suis dit non, je peux pas me lever et lui retirer cette joie-là. D'accueillir bébé. Parce qu'il est... Oh, je le voyais comme il était trop émerveillé d'avoir cette tête qui était en train de sortir et d'avoir les mains prêtes à recevoir bébé, tu vois. Parce que là, t'étais sur les fesses, donc. Ouais, là, j'étais allongée sur le dos, les jambes écartées, tu vois. Et au moment où je... Tu vois, j'ai levé la tête quand j'ai senti que le bébé, il était en train de sortir. Que c'est pas du tout passé comme j'avais prévu. J'ai même pas perdu les os, tu viens trop vite. Et donc lui, tu vois, il s'est précipité entre mes jambes et il a pris la tête dans ses mains. Si je me levais et si je m'accroupais, tu vois, il aurait perdu ce cadeau-là. Donc le moment du passage de la tête où j'ai eu cette fraction de seconde à me dire, là, j'ai dit non. Là, effectivement, j'ai senti. Alors, toi, tu peux le dire, j'aimais bien ce que tu disais, la note feu, là, où tu sens que ça fait waouh, ça tire hyper fort parce que tu as vraiment la tête qui pousse tout doucement et qui fait son chemin en tirant les tissus. Certains appellent le cercle de feu. Ah oui, c'est ça, au moment où la tête passe. C'est ça, ouais. Ce serait semblable à du feu. Bah c'est ça, oui, ça tire tellement fort que tu sais plus, voilà, c'est possible que je vois bien ce que ça veut dire. J'avais jamais entendu ce terme-là, mais effectivement, le passage où... Tu t'arrives à l'accompagner ? Comment tu fais là, à ce moment-là ? Ah ben non, moi je fais rien. Je sens la tête qui passe et que ça me fait mal et que pouf, 2 secondes après, la tête est sortie et que ça va mieux. Et que Filippo, je pense, a pris la tête et a sorti le bébé quasiment dans la foulée. Pour toi, là, c'est vraiment une histoire de quelques secondes. Oui. C'est ce moment où c'est vraiment très, 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 très intense. Ah oui. Ah oui, c'est très intense. Et allez, la tête qui sort, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça y est. Tu vois, c'est le début du crâne. Tout doucement, ça sort le milieu du crâne. Pouf, les oreilles. Ça arrive au niveau du menton. Et ça y est, une fois que le cou est sorti. Donc, c'est tout en douceur, comme on disait, le système du piston qui pousse. Il lui faut quand même du temps pour expulser, tu vois, en douceur. Donc, ouais, je dirais, il faut maximum 4 secondes. Donc, ça tire. Là, là c'est sûr que tu as tous les tissus qui sont super étirés. Et donc voilà, mon bébé était sorti. Je sens que j'ai rien compris. Et Filippo était ravi comme un fou. Il m'a mis bébé sur le ventre. Et puis c'est pareil, moi je me suis accroupie. J'ai fait comme pour Andrea, la même chose. Tu vois, super mignon. Et la sensation du fait que tu sois sur le dos, que tu n'aies pas voulu casser le moment là pour que Filippo accueille le bébé, t'as senti que finalement, toi, tu l'as un peu plus subi dans ton corps ? Ah ben complètement. Oui. Je pense que si j'avais été vraiment toute seule à ce moment-là sans papa, oui, je me serais accroupie, bien évidemment. Je me serais accroupie et peut-être au moment du passage de la tête de bébé, j'aurais touché mon clitoris. Ça, c'est très, très probable. Mais bon, j'étais plus heureuse pour lui de lui faire vivre ça et de partager que de pas avoir mal. C'est beau, hein, l'amour. C'était mon ressenti, tu vois, envie de lui offrir, même si j'en chie un petit peu plus, c'est pas grave.
J'ai survécu, ça m'a fait les 4 secondes de douleur dans toute ma vie. Ça va, j'ai tenu le coup. Tu vois, pour que lui, il ait un souvenir mémorable d'accueillir son bébé sur Terre. Ça peut valoir le coup aussi, tu vois. C'est comme ça que tu l'as senti, en tout cas, à un moment donné. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr que je disais en rigolant là, à Marco, mon mari, s'il y en a un cinquième, je vais toute seule dans la rivière. Heureusement, il n'y en aura pas de cinquième. Lui, ça le met dans des angoisses pas possibles. Donc c'est bien, au moins on va pas en faire de cinquième parce qu'il sait que... Donc là, t'as bébé sur le ventre. J'ai bébé sur le ventre et puis écoute, je continue à faire toujours ce que j'ai fait, proposer le sein. Alors je ne l'ai pas lavé comme pour Andrea parce que je m'étais dit je prendrais mon temps, il était quand même tard parce que le temps qu'on se rencontre, patati, tout ça, il est 11h30. Et donc je vais me coucher avec Elvire et je l'avais emballé dans des serviettes comme pour Andrea. Tiède, sauf que la maison était beaucoup moins chauffée. Et puis c'était aux Açores, c'était très 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 humide. Et ça, c'était une erreur de ma part, par contre. Parce qu'au milieu de la nuit, elle s'est réveillée, elle avait super froid, la pitchoune. Donc je l'ai mis contre moi, contre mon corps. Elle était toute nue, donc je l'ai mise en pleine serviette. Et évidemment, elle m'a fait pipi qui est dessus. Donc à 5h du mat, après d'être couchée à 11h et un accouchement, allez, on se lève, on nettoie tout. Donc à ne pas refaire. Parce que là, tu l'avais mise à côté de toi. Oui. Elle était comment ? Ouais, c'est ça. Dans notre grand lit, tu vois, je l'avais emballée dans plein de serviettes. Ouais. Et je la tenais, si tu veux, en dessous de mon bras, près de mon aisselle, si tu veux, tout contre moi. Et puis, je m'étais endormie. Et puis, au milieu de la nuit, c'est à ce moment-là où tu l'as mise toute nue contre toi pour faire du pot à pot. Voilà, c'est ça. Et j'ai senti, quand je l'ai repris, qu'en fait, la pauvre, elle avait froid. Ouais. Tu vois ? Donc, parce que la maison n'était pas chauffée comme l'autre, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'humidité aux Açores, j'avais pas du tout calculé ce truc-là. Donc, quand j'ai vu que mon bébé il avait froid, pouf, je l'ai mis complètement contre moi, avec plein de couvertures. Mais j'avais pas pensé lui mettre de couche. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que les bébés ça attendait le lendemain pour faire ses besoins. Ou je vois, oh là là, quand elle m'a fait un bon caca bien liquide tout dessus. J'ai là, bon, le 4e, je ferais pas pareil. Enfin, à l'époque, je pensais pas que j'en aurais 4, mais voilà. Donc, à savoir, mesdames. Donc, le cordon. Comme pour Andrea, couper le placenta, on voyait que le cordon ne battait plus. Donc couper avec des ciseaux, désinfecter. Au moment où le cordon devient tout plat, donc. Oui, c'est ça. T'attends un petit peu. Tu vois que vraiment que le cordon... ça circule plus. Voilà, que ça circule plus. Tu peux attendre que le placenta soit tombé ou pas. Après, c'est chacun, il fait comme il a envie. Et justement, là, l'expulsion du placenta je pense que ça s'est passé très très facilement comme Andrea. Tu vois, je m'étais mis à genoux, assise sur mes talons. Et au bout de... J'ai pas vraiment de souvenirs, donc j'imagine que ça s'est passé très très facilement. T'as poussé sur ton ventre comme Andrea ou pas ? J'ai envie de dire que oui, mais j'ai plus de souvenirs. Parce que c'est ce que normalement j'ai fait aussi pour Gaïa, donc j'imagine que pour elle j'ai dû le faire aussi. Tu vois, automatiquement j'ai dû reproduire les mêmes gestes, mais je peux pas te dire à 100%. D'accord. Donc me voilà avec mon bébé et puis Maloé, Andrea qui découvre un petit bébé, ravi. Super, super content de voir, surtout Maloé qui avait quand 7 ans du coup. Ouais, 7 ans, ou 8 ans déjà. Elle avait 8 ans, elle. Elle avait 8 ans, donc ouais, super ravie. Andrea aussi, mais bon, 4 ans, donc pas du tout le même rapport bien sûr. Au bébé. Et puis pareil, on n'a toujours pas vu de médecin avec bébé. De toute façon, c'était... comme pour Andrea, je crois que Filippo a dû la peser, la mesurer. C'était pas un énorme bébé. Elle devait faire 3 kilos, peut-être, je sais pas. Et Andrea était le plus gros. Mais bon,
Moi, ça m'est égal, hein. Gros, petit, je prends tout. Hauteur, largeur, tant qu'ils sont sortis, je m'en fiche complètement. C'est vrai que j'ai jamais du tout cherché à savoir ni les poids, ni les hauteurs, ni les longueurs. Ça m'est égal. Et le lendemain, du coup, c'est là où il y a eu le premier bain ? Oui, voilà. Le lendemain, le premier bain, toujours aussi mignon, hein, les bébés, les premiers bains, là. Faut vraiment mettre bien doux, bien chaud. Et là, tu les vois qui... Je ne connais pas un bébé qui n'aime pas l'eau chaude. C'est vraiment pour eux, c'est super. Ça lui rappelle des choses. Ouais. Et puis avec, tu sais, tu les mets les oreilles sous l'eau, là, puis tu tapes sur le côté de la baignoire, et là, tu sais, avec la résonance, là, tu vois les yeux des bébés qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'aime bien. Bah oui, voilà, après le troisième, t'es habitué, hein, les bains, les tétés, le porter-bébé, j'ai tout fait comme les autres, ni plus ni moins. Sauf que maintenant on avait une voiture, donc c'était pas mal. Du coup, on avait un siège auto, du coup, on avait plus de trucs qu'en bateau. Ouais. Mais toujours pas de biberon, toujours pas... on restait le plus simple possible. Au niveau des habits, t'avais basculé, du coup, pour habiller Elvire ? Ah oui, c'est joli de me rappeler ça. Je me souviens que ce bébé, je m'étais dit, c'est le bébé de l'amour. Parce que la manière dont elle était née, le fait que je l'accepte dans la famille, alors qu'elle était au départ pas prévue, la manière dont elle était accueillie par sa naissance, par son papa, pour moi, c'était un bébé de l'amour. C'était bizarre, pourquoi dire ça ? Maloé était mon bébé de me faire valoir ou de montrer que j'étais une bonne maman. Ça avait d'autres... de te valoriser aussi. Voilà, de me valoriser, exactement. Et donc, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est la différence que j'étais en tant que maman d'un premier ou d'un troisième. Parce que pour Maloé, je me souviens d'avoir choisi ses habits la première semaine où il fallait qu'elle soit jolie. Alors j'avais un petit gilet bleu, marinière et tout ça, qui correspondait à qui j'étais, de ma manière d'être, et que ça, Et je me souviens que j'avais un peu galéré à l'habiller parce qu'il y avait des trucs un peu petits, tu vois. Et là, pour Elvire, le lendemain, c'était, bon, alors, qu'est-ce que j'ai comme habit qu'on m'a filé, déjà ? Qu'est-ce qui va être le plus confortable pour elle et le plus pratique à mettre pour moi, et surtout que ce soit pas clair, parce que pour le lavage, il fallait que ce soit simple. Et j'étais non salissant. Voilà, et j'étais émerveillée par la différence de mentalité, de maturité aussi, tu vois, entre quand j'avais 25 ans, il fallait que mon bébé il présente beau et qu'il me représente moi. Comme quoi c'était quelqu'un d'épanoui. Et alors que là, le troisième, c'est bon, j'avais fait mes preuves. Et là, il fallait que ce soit du pratico-pratique, simple, fonctionnel. C'était le mieux, tu vois. Que bébé aille bien et basta. Que bébé soit confortable et que moi, ça me donne pas de boulot en plus. C'est marrant. Et j'ai vraiment eu clairement cette image en tête. Et Andrea, c'était un peu entre les deux. Il était plus... Andrea, oui, c'est vraiment un bel apprentissage aussi de l'accouchement. Oui. Pour lui, c'était ça aussi qui m'a apporté de manière magique et magnifique. Ouais. J'avais déjà vu ça et j'avais décidé de faire de la mettre au pot systématiquement dès qu'elle est née. Et donc, effectivement, dès les matins, quand elle se réveillait, ou systématiquement après des siestes, quand elle se réveillait, je la mettais sur un petit pot. Dès le début ? Dès le premier jour. Dès le premier jour. Et ça a été magique. C'est un bébé qui a toujours fait pipi et caca dans le pot. Mais je te promets, hein, c'était... Uniquement ? Alors, où la nuit, il y avait des couches de pipi. C'est arrivé que, effectivement, aussi, quand on était, tu sais, à l'extérieur, où moi, j'étais pas 100% concentrée sur elle. Présente, voilà, c'est ça. Auquel cas, il y avait des ratages, entre guillemets. Donc, elle avait une couche à ce moment-là ou pas du tout ? Alors, je mettais des couches seulement lavables. D'accord. Seulement lavables.
Mais je dirais que les 80% de ses caca et ses pipis sont allés directement dans le pot. Et à la fin, à partir des 6 mois, je la suspendais au-dessus des toilettes, normal. Et elle faisait pipi et caca dans les toilettes des grands dès 6 mois. Tu vois ? Et sur son pot, donc dès les premiers jours, il y avait ce réflexe d'élimination. Ouais. Et après, c'est devenu un réflexe. Quand tu vois, elle se réveillait. Alors au début, ça pouvait prendre, je restais assise je la tenais, ça pouvait durer jusque 5 minutes. Oui. Mais une fois qu'elle avait compris le truc, pouf, elle se réveillait, elle faisait pipi, caca, je la rhabillais, et voilà. Et je me souviens avec les couches jetables aussi, j'avais trouvé le truc pour pas que ce soit trop fatigant à nettoyer. C'est-à-dire quand elle avait fait caca, par exemple, je dépliais la couche lavable avec le caca dans les toilettes, tu vois, et je tenais bien ma couche et je tirais la chasse d'eau, qui fait qu'il y avait tout qui partait en premier. Le plus gros. J'enlevais le plus gros. Ensuite, j'allais, il y avait un bidet à côté dans notre salle de bain, donc j'enlevais le plus gros et pouf, il y avait la manne à linge où je mettais mon lave-châle à côté, hyper fastoche. Et pas du tout de couche lavable, de jetable, pardon. Mais pas du tout. Pour elle, ça a été magique. Et elle a été propre très tôt. Maloé a été propre très tôt aussi. Andrea, très très tard. Mais là, ça a été vraiment magique. Et entre Maloé et Andrea, pourquoi une telle différence du coup ? Parce que tes pratiques étaient à peu près semblables ? Maloé, j'étais peut-être plus présente à elle et je la laissais souvent cul nu sur le bateau et on avait un bateau un peu fait différemment avec des lattes ajourées, donc elle faisait pipi et caca sur le pont, c'était pas un problème, alors que dans l'autre bateau, à l'intérieur, c'était moins pratique. Et ils passaient plus de temps à l'intérieur, donc on pouvait pas vraiment les laisser cul nu. Ça a dû faire une différence. Ça a dû faire une différence. Donc, je pense que ça peut venir de là. Mais là, vraiment, Elvire, c'était magique. Et pour la 4e, j'avais commencé à faire ça jusqu'à ce qu'elle ait 3 mois. Ça... Et pour les premiers jours, comment tu sentais à quel moment elle avait envie de faire pipi ou caca ? Déjà, dès qu'il se réveille. Dès qu'il se réveille... Donc, c'était systématique, tu la mettais. Voilà. Elle se réveille, je la mets sur le pot un petit peu. Si au bout de 3 à 4 minutes, elle fait rien, je la rhabille. Et puis tu vois, tu chopes quand les bébés ils commencent à se tortiller, que tu sens que ça commence à faire ça. Systématiquement, je déshabillais. J'avais le petit pot, pouf, je mettais en dessous et ça faisait. Ouais, non, ça c'était hyper pratique. Ça, c'est hyper écologique. Ouais, pour le coup, Elvire était la plus écolo. Elvire a été la plus écolo. Mais on voyageait pas. J'avais tous mes repères. J'avais une routine. Donc c'était facile de mettre ça en place. Et c'est l'erreur qu'on a commis avec Gaïa. En fait, on est parti faire un road trip pendant 3 mois quand elle avait entre 3 et 6 mois. Et de 0 à 3 mois, j'avais utilisé cette méthode-là et ça marchait très bien. Sauf qu'après, en voiture, chez les gens, c'est compliqué. J'ai raté le coche et là, pouf, elle avait perdu complètement le réflexe. Gaïa, c'est la 4e. Voilà, c'est la numéro 4. Donc voilà, la Miss Elvire, sans souci. Avec elle dans le dos, je continuais les travaux en fait. Comme on construisait la maison, on faisait le potager, je la mettais dans un grand foulard devant moi et je continuais à travailler. Je pense que j'ai dû m'y remettre au bout de 4-5 jours. Tu vois, avec mon bébé accroché sur moi. Pendant 4-5 jours, repos du coup ou action pas travaux en tout cas. Mais tu sentais le besoin de te reposer ? Tu sentais qu'il y avait quand même ton corps qui avait été un peu éprouvé ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non. Non, je me forçais même un petit peu à me dire, quand même, prends du temps pour toi, reste à la maison pendant 3-4 jours. Mais après, je m'emmerdais. J'avais envie de continuer le jardin, les travaux, pas laisser Filippo tout seul aussi, parce que c'est du gros boulot de monter des murs avec des parpaings et du ciment. Donc j'ai recommencé à travailler, à faire les travaux. Et oui, pareil, alors en faisant attention à la tête du bébé, comment je la positionnais
pas lui faire mal quand je portais. Je me souviens 1 ou 2 fois, j'ai fait bon, quand même, t'abuses là. J'ai senti que la pauvre Minette, elle avait été chambrée, elle était bousculée. Mais bon, quand j'abusais ou que tu vois, je portais un truc et que ça la pressait un petit peu, elle me faisait. Je dis ok, je te sors de là. Les gens, ils hallucinaient, comme d'hab, à me voir. Encore, ils disaient enceinte, bon, elle travaille, mais là, avec bébé accroché. Elle n'arrête donc jamais. Voilà, elle n'arrête jamais. Et c'est vraiment une question de motivation, parce que si j'avais fait des trucs qui ne me plaisaient pas, je pense que mon corps, il aurait dit « Ah non, tu peux pas. » L'énergie aurait été moindre. Exactement, exactement. Mais à partir du moment où vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent... Oui, il y a une animation profonde. Voilà. Donc, ça peut être un signe aussi si vous avez pas trop d'énergie ou pas envie d'aller bosser. C'est que vous faites pas un boulot qui vous plaît. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai aussi. Ou alors aussi le plaisir d'avoir un bébé et de s'en occuper. Mais bon, au numéro 3, c'est différent. T'as déjà perdu le côté magique de te découvrir comme maman et découvrir bébé, la relation. Même si c'est à chaque fois unique et que chaque bébé est différent. Mais... Oui, tout à fait. Tous les gens qui nous voyaient avec notre bébé dans l'île, ils tendaient la main à Philippot en disant « Bravo, t'as fait du bon boulot, quoi. » Parce qu'il était médecin. J'existais quasiment pas dans ce truc-là. Et vraiment, ça représente bien la place de la femme aussi. Et ouais, ils allaient le féliciter. Alors qu'il a rien fait du tout. Tu vois, ça, c'est vraiment hyper frustrant. Mais bon, ça fait partie, c'est comme ça. En même temps, heureusement qu'il était là, parce que s'il n'avait pas été médecin, on m'aurait sans doute pas laissé faire. Ouais. Tu vois, ou juger, ça aurait été compliqué. Ou je sais pas. Ouais. En même temps, quand tu viens et que t'es étranger, ils se disent ils ont des mœurs, c'est des. Oui, ils sont bizarres de toute façon. Donc on va les laisser faire. Peut-être ça aurait été sous couvert. Je sais pas. Bon, bref. Mais lui, il en profitait pour passer le message justement qu'il n'avait pas fait grand-chose, voire rien. Non, pas du tout. J'ai pas souvenir que. Et moi, je me rendais pas tellement compte à quel point ce que je faisais était en dehors de la norme. Oui. Pour moi, c'était mon normal. Oui. Donc, je voyais pas... ce qui est souvent le cas de ces comportements. Oui. On trouve que ce qui se passe en nous, c'est normal. Bah voilà. Donc, je voyais pas le mérite que j'avais. Et puis, effectivement, lui, si jamais il y avait eu un souci, c'était lui qui se tapait les problèmes aussi, tu vois. Donc, je me souviens d'avoir souri quand les gens le félicitaient, parce que intérieurement je disais il a pas fait grand chose, tu vois, mais j'allais pas au combat. Oui. Tu vois, puis j'ai toujours eu tendance à laisser la place belle à mes hommes, tu vois, qui se sentent admirés, aimés. Donc maintenant je le fais un petit peu moins. Je me donne aussi la place belle, mais à l'époque j'avais tendance à beaucoup laisser la place à t'effacer du coup. À laisser la place aux hommes, qui sont vraiment merveilleux. Regardez l'homme magnifique que j'ai, il sait faire accoucher une femme. Donc voilà. Et puis ensuite, ça a pas mal changé l'énergie, parce que j'ai commencé à être épuisée. Enfin. Fait. Voilà. J'avais un puits, je pensais pas que je puisse épuiser mon énergie, effectivement. Là, t'avais trouvé la limite. Exactement. Donc, lever 7h, préparer les gamins pour l'école, préparer le petit déjeuner, emmener tout le monde à l'école, à 9h être sur le chantier avec mon bébé, préparer le repas du midi, donc les tétés entre-temps, plus changer les couches, plus faire une bétonnière au passage, à temps perdu. À temps perdu, à 11h30, commencer à préparer le repas de midi, manger. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu des siestes, parce que j'ai des moments où j'étais épuisée. Repartir à travailler, à bosser dans le jardin et avec Philippot à construire le garage. À 3h, j'allais chercher à pied souvent Andrea à l'école. Je remontais avec lui. À 5h, on récupérait la miss
Maloé qui était à l'école, qui rentrait à 5 heures. On refaisait 1 heure de jardinage entre 5 et 6. À 6 heures, on rentrait à la maison. Et moi, à partir de là, il fallait que je me dépêche parce que j'avais le repas à préparer, les enfants à laver, la lessive à préparer, à étendre, à désétendre. Et il m'est arrivé des nuits de me lever à 3 heures du matin pour étendre des machines. Waouh! Ouais, non, j'étais Là, c'était complètement oui, extrême, du oui, coup. oui, 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 c'était du grand n'importe quoi. C'était du grand À n'importe l'époque, quoi. cette course en avant, là, ce fait de pas arriver à lâcher, est-ce qu'il y avait une angoisse particulière? Est-ce que tu arrivais à identifier ça à l'époque? Alors, c'est peut-être compliqué pour toi de te souvenir, mais ce qui te poussait comme ça à l'hyper-activité? C'était la peur de déplaire à mon homme. Clairement. Ok. C'était clairement ça. Et puis, moi, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et puis, si je m'arrêtais, ça voulait dire qu'il fallait que je réfléchisse un petit peu. Ce que j'aimais pas beaucoup faire. Et donc, il a fallu que je fasse un burn-out, en fait, pour comprendre que... Pour oser regarder. Voilà, là où les choses, ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui me poussait qui, au début, autant c'était effectivement la nouveauté, c'était magnifique, c'était tout beau. Sauf que là, après, c'était maladif dans ma relation à l'homme. Oui. C'était maladif dans ma relation à l'homme. J'ai un souvenir très précis de Philippot dire en regardant les fenêtres que j'avais pas lavées depuis effectivement 8 mois. Ah, dis donc, Camille, t'aimes pas vivre dans une maison lumineuse, t'as vu tes fenêtres. Et moi, au lieu de lui dire, mon coco, tiens, un chiffon, et si t'es pas content, tu vis avec moi, lave. J'étais complètement dans le devoir de lui plaire et de lui obéir et de faire en sorte que lui soit content de moi. Oui. Donc le lendemain, je me suis empressée de laver mes vitres. Donc il y avait un gros souci derrière d'estime, de soi. Et de non-existence. Voilà, exactement. Et j'étais beaucoup trop dans le faire. Mais oui, je croyais exister à travers le faire. Et c'est ce qui te valorisait à l'époque. Voilà. Et comme j'avais plein d'énergie, quelque part, ça me desservait. Si j'avais été moins pleine d'énergie, j'aurais arrêté plus vite. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, surtout, et ça c'est très fort, comme quoi l'amour des enfants nous oblige aux transformations, Oui. c'est que là où j'ai commencé à ralentir et à faire et à réfléchir sur qu'est-ce que je faisais, c'est l'été après la naissance d'Elvire, donc elle avait 7-8 mois, je l'avais nouée au dos à l'africaine, tu vois. Il faisait super chaud, je devais arroser mon jardin. Et pour pas qu'elle ait trop chaud, j'avais planté un parapluie, tu sais, sur le côté du pagne, là, pour la protéger un petit peu de l'ombre. Mais il tombait tout le temps, donc ça me tombait dans la tête à moi. Mais bon, je me suis dit, je vais tenir le coup. Il faut quand même que j'arrose mes plantes, tu vois. J'arrose qu'à un quart, en étant pas du tout confortable moi-même. Oui. Et à un moment, et je voulais vite finir d'arroser ces plantes, et à un moment, donc elle se bouge dans mon dos et elle râle parce que je sentais qu'elle avait envie de faire pipi ou caca, et qu'elle se torsionnait. Alors, peut-être qu'elle attendait, tu vois, que je m'arrête pour la mettre sur le pot. Et dans ma tête, je me suis dit, elle fait chier cette gamine à avoir envie de pisser. Et là, je me suis écoutée, et je me suis dit, ouh là 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 là, Camille, tes priorités ne sont pas bonnes. C'est normal qu'un enfant ait envie de faire pipi. Donc là, c'est pas tes plantes la priorité, c'est pas toi. Et ça m'a foutu une baffe. De me rendre compte que j'en voulais à mon bébé de faire pipi. Mais c'est complètement débile. Parce qu'elle m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Et là, j'ai fait machine arrière en disant, mais oh. Ça va pas. Ça va pas. C'est quoi ta vie, là? Au point que tu en veux à un être humain d'avoir des besoins naturels. Tu t'étais vraiment enfermée là dans une spirale. Ouais. Et ça m'a réveillée, complet. Et donc, j'ai décidé de cesser d'aller systématiquement sur le chantier. De prendre mon temps de faire mes tâches ménagères dans la maison, de prendre mon temps pour là. Sauf que je passais moins de temps avec Philippot et lui, il a commencé à
partir en sucette, d'avoir des stress et de penser que je l'aimais plus. Hmm. Et que je voulais plus passer du temps avec lui, et que, bref, après, il y a des histoires de couple qui sont rentrées là-dedans, qui ont fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, où moi, j'ai pris du temps pour moi, pour faire des choses aussi qui résonnaient plus avec moi, ça a été le début de la fin de notre relation. Vraiment, clair, très, très clairement. Donc, Parce que du coup, tu reprenais ta place, tu te repositionnais. Oui, dans mes priorités, et pas dans ses priorités à lui. Parce que mine de rien, il disait pas grand-chose, mais il suffisait qu'il dise un tout petit mot. Oh, les plantes ont besoin d'eau. Pouf. Et moi, je courais les arroser. Tu vois ? Et j'avais pas du tout pris conscience que j'avais engrangé ce mode de fonctionnement. En fait, ça tenait parce que toi, t'étais bancale et tu t'adaptais. Oui. Au moment où tu t'es repositionné, réaxé, voilà. Ça pouvait plus tenir. Voilà. Mais jusqu'à ce qu'on se sépare parce que il devenait du coup de plus en plus violent, parce qu'il sentait qu'il perdait le contrôle. C'est un autre domaine, on va pas parler de ça aujourd'hui. On pourra faire toute une émission Voilà, les problèmes relationnels entre les hommes et les femmes. J'ai aussi une bonne valise pleine d'infos. Oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, à 47 ans, malgré toutes mes embrouilles, je peux vous dire que je suis profondément heureuse et une relation de couple qui est merveilleuse. Donc comme quoi, vous voyez, il n'est jamais trop tard. Les choses évoluent et les étapes sont nécessaires aussi pour la construction. Exactement. Et si j'étais pas passée par toutes ces embrouilles-là, j'aurais jamais donné de la valeur à ce que j'ai aujourd'hui. Qui est une valeur, que c'est simple. Tu vois, un petit bonheur simple, mais que tu goûtes tous les jours de joie et de partage et de rire, et que ça pète pas de partout, ça brille pas de partout, mais c'est cool, c'est sain, c'est... Voilà, donc vous inquiétez pas, si vous êtes en problématique, tout se résout. Donc voilà. Merci Camille pour ce partage merci passionnant aussi. Encore une fois. Écoutez, merci encore une fois d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu apprendre certaines choses. Et voilà, merci beaucoup Alice de toujours prendre le recul et la vision de l'aigle du dessus. Et avec grand plaisir. Et puis, je pense que la prochaine fois, épisode numéro 7, ça va être la naissance de Gaïa. 4e grossesse. Voilà. 4e accouchement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des partages. Vous nous notez en bas de l'audio. Oui. Gros bisous, bonne grossesse, bon accouchement, bon bébé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, bye bye.